Bienvenue dans le débat de ce mercredi 10 septembre 2025. Nous allons nous intéresser tout de suite à cette occasion aux dernières évolutions politiques et sociales, également économiques en France. Avec la crise à Matignon, chaos à l'Assemblée, comme on en parle, les experts. Alors la Ve République est à bout de souffle. On se demande aujourd'hui, ce mercredi 10 septembre est une journée très importante, également préoccupante en France, avec le blocage à travers le pays. On va s'intéresser à ce sujet avec nos deux experts. Restez avec nous tout de suite. On se retrouve après un petit reportage. Le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, annonçait lundi que 80 000 gendarmes policiers seront mobilisés pour la journée du 10 septembre, date à laquelle le mouvement Bloquons tout est prévu. Aucune violence ne sera tolérée, a prévenu le ministre. Ne rien laisser passer. À 2 jours de mouvement intitulé « Bloquons tout », le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a indiqué dans le JT de 20h sur France 2 que 80 000 policiers et gendarmes seront déployés à travers tout le pays mercredi 10 septembre. Par ailleurs, Bruno Retailleau a indiqué que les forces de l'ordre auront une consigne très claire, la fermeté. On ne tolérera aucun blocage, aucune violence, aucune action de boycott. Quand il y a des cortèges, on les accompagnera parce que c'est un droit constitutionnel de manifester tranquillement. Mais on ne supportera aucune violence, ni débordement, a-t-il déclaré, ajoutant que les policiers et gendarmes devront interpeller au maximum pour garder à vue et déférer à la justice pour qu'il y ait des sanctions lourdes pour celles et ceux qui seront violents. On ne tolérera aucun blocage, aucune violence, a poursuivi Bruno Retailleau. Le ministre doit en effet rencontrer l'ensemble des préfets ce mardi afin d'évoquer la mobilisation du 10 septembre. Né sur les réseaux sociaux, le mouvement du 10 septembre appelle à tout bloquer en France. Le 10 septembre s'annonce donc comme un rendez-vous unificateur pour une partie de la gauche et des organisations syndicales autour d'un mot d'ordre impulsé initialement par des collectifs hors cadre dans un contexte de forte défiance sociale. Plusieurs partis politiques français, dont la France insoumise, le Parti communiste français et les écologistes ont exprimé leur appui à cette mobilisation. Voilà, pour en parler, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Monsieur Jean-Michel Vernochet, géopolitologue, essayiste et journaliste. Bonjour. Oui, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver. Notre deuxième intervenant, c'est Monsieur Bernard Cornu. Bonjour, ravi de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes spécialiste français du Moyen-Orient, mais également expert en énergie, et auteur de beaucoup d'articles également qui s'intéressent aux questions stratégiques et françaises. Alors, ma première question s'adresse à vous, Monsieur Vernochet.
Que se passe-t-il en France? Aujourd'hui est une journée d'action importante marquée par le blocage et les affrontements entre les manifestants protestataires et la police. Que s'est-il passé en France? Alors, à l'heure actuelle, je ne sais pas très bien. Notre ami Bernard Cornu me disait tout à l'heure qu'il y aurait 200 arrestations au cours des manifestations, mais comme l'a dit le ex-ministre Retailleau, puisque je crois qu'il n'est pas dans le nouveau cabinet, manifester est un droit. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des provocateurs, ce qu'on appelle les antifas, les black blocs et compagnie, des anarchos, je ne sais quoi, qui sont là au service d'ailleurs du gouvernement pour jeter la confusion, le désordre. C'est ainsi qu'on a cassé littéralement le mouvement des Gilets jaunes il y a quelques années. Donc il faut attendre la fin de la journée pour en faire un bilan un peu précis, mais c'est un signe parmi d'autres, comme le score très faible, 190 voix, je crois, pour la confiance votée à M. Bayrou, ex-premier ministre. Enfin, le changement, la transmission de pouvoir aura lieu cet après-midi, ce qui est très faible. Il part un peu la tête basse, si je puis dire. Si ce n'est autre chose. Et le régime trébuche de plus en plus. Le processus de décomposition s'affirme, et cette journée de blocage, on verra encore une fois ce qu'il en sera exactement, est un signe parmi d'autres de cette situation aujourd'hui, qui n'est plus une impasse, mais une crise profonde, crise de régime, crise politique, crise de société, etc. Merci pour cette introduction. À vous, s'il vous plaît, Bernard Cornu, comment décryptez-vous ce qui se passe réellement en France d'aujourd'hui? D'abord, j'aimerais bien que le ministre démissionnaire de l'Intérieur, M. Retailleau, dise « Nous ne tolérerons aucune violence, nous ne tolérerons aucun blocage », qu'il aille dire ça à Gaza face à l'armée israélienne. C'est vraiment deux poids et deux mesures. Dire avant des manifestations autorisées par la Constitution française qu'on va mobiliser 80 000 policiers en France. J'aimais bien aussi que le président Macron mobilise aussi 80 000 casques bleus pour aller défendre Gaza, protéger contre les agressions illégales, mettre fin à l'occupation. Vous savez, les Français en ont ras-le-bol, mais on a tous ras-le-bol aussi de voir des images terribles sans réaction de nos gouvernements. Et on prétend réduire les dépenses publiques et surtout aussi en même temps augmenter massivement le budget de la défense dans les années à venir, alors que notre diplomatie, on lui a coupé les ailes. Beaucoup de diplomates connaisseurs du Moyen-Orient, donc arabisants, ont été sortis par le président Sarkozy, et Hollande aussi n'a pas fait grand miracle en diplomatie. Tout ça est scandaleux et les gens le pressentent. Ils se sentent impuissants et le moyen seul, pour l'instant, c'est d'aller dans la rue. Encore une fois, quand on a un ministre qui dit « Nous ne tolérerons aucune violence, nous ne tolérerons aucun blocus », on aimerait aussi que notre président Macron dise « Nous ne tolérons plus aucune violence envers Gaza, nous tolérons plus le blocus envers Gaza qui dure depuis 17 ans ». Merci. Jean-Michel Vernochet, je vous laisse réagir. Dites-nous s'il vous plaît, quelles sont les vraies raisons et causes de ces protestations et de cette colère, de ce blocage? Ce blocage est l'aboutissement d'un long processus, mais pour rebondir quand même sur ce que disait Bernard, il a parfaitement raison. Mais on ne peut pas tout faire. Préparer la guerre contre la Russie, il y a déjà, paraît-il, des avions militaires un peu maquillés qui atterrissent en Roumanie, qui transporteraient des hommes. Ce n'est qu'une rumeur, mais enfin bon, on ne fait pas non plus de fumée sans feu. Donc on ne peut pas tout faire. D'abord, les moyens sont limités, et puis on le voit bien avec ce qui est arrivé au Qatar. Aujourd'hui, Israël a ouvert un 8e front, au risque d'ailleurs de remettre
en cause les fameux accords d'Abraham. Prendre un risque diplomatique exorbitant, mais enfin apparemment aujourd'hui l'État israélien, l'État hébreu ne connaît plus aucune limite. Et je signale aussi que la flottille pour Gaza a été bombardée, le mot est trop fort, mais a subi une attaque de drone dans la baie de Sidi Bou Saïd, c'est-à-dire à Tunis, qui est proprement extravagant. D'où a décollé ce drone, d'un submersible, d'un surfacier, que sais-je, mais en tout cas, le maître de l'Amérique et le maître de la Méditerranée, maintenant, on voit bien qui prétend l'être. Alors, pour revenir à la France, je dis aboutissement d'un long processus. Oui, nous descendons un escalier sans fin, et c'est l'escalier vers l'enfer. Alors, est-ce la guerre civile? Il y a un grand analyste britannique dont j'ai oublié le nom, qui prévoit que les deux pays d'Union européenne où les risques d'affrontement intercommunautaire, mais intranational, c'est le Royaume-Uni et la France. Au Royaume-Uni, Monsieur Starmer vient de nommer une dame pakistanaise comme ministre de l'Intérieur qui veut contrôler, réguler l'immigration, mais le même jour où cette dame apparemment fort compétente a été nommée ministre de l'Intérieur, plus de 1000 immigrés clandestins ont pénétré sur le territoire du Royaume-Uni. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des manifestations tous les jours au Royaume-Uni. Aujourd'hui, notamment, ce n'est pas seulement une journée de blocage en France. Monsieur Tommy Robinson, qui a été emprisonné pour savoir manifester contre une tuerie dans une école un Rwandais, je crois, qui avait trucidé, égorgé trois petites filles et une institutrice ou une institutrice, peu importe, avait été emprisonnée pour cela, mais là aussi la cuve de fermentation commence à bouillonner. La France est je ne dis pas qu'il est à bout de souffle, mais l'argent manque. Je vois quand même dans les supermarchés, les caddies restent bien remplis. Mais pour combien de temps encore? Et le malaise s'accroît. Alors je ne peux rien dire d'autre, que je ne sais pas comment les choses vont évoluer, mais elles ne vont certainement pas évoluer dans le bon sens. Alors, Monsieur Conlou, s'il vous plaît, à vous, est-ce qu'on peut conclure que la Ve République n'est pas en fait adaptée aux politiques réelles d'aujourd'hui, à la politique réelle et adaptée au rythme d'actualité d'aujourd'hui, aussi bien à l'échelle intérieure qu'à l'échelle extérieure? Alors, je me permets de répondre sans voler la parole à Bernard, oui. Mais la Ve République a été conçue sur mesure par un grand juriste qui s'appelait Jean Foyer. Contrairement à ce que l'on raconte à la légende, c'est toujours d'autres qui ont écrit. Jean Foyer, sur mesure pour le général de Gaulle. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, je ne suis pas de ses aficionados, mais c'était un homme qui avait encore une réelle stature politique, mais réelle. Aujourd'hui, la classe politique est faite de briques et de brocs, et surtout de gens qui sont inféodés à leur parti. C'est donc la guerre des partis, ce qu'on appelle la partitocratie, mais également le jeu des ambitions personnelles, des arrivismes, des opportunismes. Donc tout ça ne peut pas conduire très bien. Pardon, Bernard, de t'avoir pris ce temps de parole. Oui, c'est à vous. On a encore beaucoup de bourgeois dans l'ancien gouvernement. Et je pense qu'il y en a encore de nouveaux, parce que c'est vrai que pour se lancer dans la politique, il faut avoir des moyens financiers, puisque maintenant, encore en France, pour se faire élire, il faut dépenser de façon importante pour les dépenses électorales, pour les réunions, pour les tracts, pour les conseillers, etc.
Donc c'est encore la politique, l'argent qui mène la politique, et c'est ça qui est dommage, c'est ça qu'il faut changer. Si on veut améliorer la Constitution, je pense que la Constitution faite par Jean Foyer, ministre qui fut ministre de la Justice en France, garde des Sceaux, effectivement, elle est meilleure que la précédente, qui donnait beaucoup de place aux partis, au Parlement, et celle de Gaulle donne surtout place à un président. Mais on est peut-être allé trop loin dans ce pouvoir du président, il n'y a pas assez de contre-pouvoir, et surtout dans les grandes décisions de politique étrangère, le Parlement pratiquement n'a aucune voix. Il y a une commission des affaires étrangères, mais en fait, dans la pratique et dans la Constitution, le président décide tout seul de notre politique étrangère, avec son ministre des Affaires étrangères. Or, pour moi, c'est la clé. La politique étrangère détermine toutes les autres politiques. On ne peut pas faire de politique sociale de gauche ou équilibrée, disons, sans dire aussi qu'il faut le faire dans le reste des pays du monde. Si on ne travaille pas pour développer les syndicats en Chine, on n'aura pas de grève en Chine et on n'aura pas de salaire qui augmente assez vite pour éviter la concurrence déloyale qu'on a avec les pays. Je parle de la Chine, mais c'est pareil pour d'autres pays en Afrique, au Vietnam, en Corée du Nord et ailleurs. La convergence sociale et fiscale doit être proclamée dans le monde, doit être demandée. C'est la seule solution pour éviter les concurrences déloyales, pour éviter des guerres même. Et c'est ça qui est important et c'est ça auquel devrait penser non seulement le président, son premier ministre, mais aussi les partis. Or, en fait, dans toutes les déclarations, les commentaires que j'ai entendus depuis hier soir et ce matin, avec la nomination du Premier ministre, on n'a aucune discussion sur la politique internationale. Or, j'ai regardé d'où vient ce ministre. Ce ministre, il n'a qu'une licence en droit, ce qui prouve qu'on peut aller loin avec peu d'études en France, à condition d'être soutenu par d'autres. Mais aussi, il a été député de Vernon dans l'Eure. Or, Vernon, c'est une ville en Normandie dans lequel a été établi le premier laboratoire après la guerre sur les carburants liquides. Or, et ensuite, maintenant, c'est le siège des sociétés européennes de propulsion, la société Ariane, la société SECMA, elles ont changé de nom souvent. Et d'ailleurs, il y a eu déjà des affaires révélées sur des infiltrations israéliennes pour essayer de piller des technologies françaises, comme ils l'avaient fait déjà sur le nucléaire. Ils avaient continué à le faire sur les propulseurs, sur les avions, etc. Donc tout ça doit être clarifié. On a un ministre, effectivement, Premier ministre qui a été ministre de la Défense. Or, le président Macron a un peu abandonné la diplomatie parce qu'on lui a reproché, d'ailleurs, moi je pense qu'il avait tout à fait raison d'aller discuter de vive voix face à face avec M. Poutine, mais on l'a tellement reproché cela qu'il n'ose plus le faire. Il est temps que la diplomatie reprenne ses droits. On n'a pas besoin de ces milliards de doubler ou tripler le budget de la défense. On a besoin de budget pour l'éducation, pour les services publics, pour la santé, et non pas pour les défenses. Et on a besoin... un journal ce matin a dit que le budget, la dette, plutôt le paiement annuel de la dette française qui augmente, représente 20 fois le budget de la diplomatie. On doit augmenter notre diplomatie, on doit la mettre au service de la paix, de la justice, de l'environnement et dialoguer avec tout le monde, même avec nos ennemis, pour pouvoir imposer la paix, imposer la justice. Et j'aimerais bien, encore une fois, que nos ministres disent « nous ne tolérons nulle part la violence », nous ne tolérons nulle part le blocus. La première chose qu'il faut le dire, c'est à Israël, à l'État israélien, à son armée, d'arrêter la violence, d'arrêter le blocus. Merci. Monsieur Bernochet, quelles sont les revendications phares et principales derrière ces actions, cette journée d'action, surtout de 10 septembre? Écoutez, du temps des Gilets jaunes, c'était des revendications très concrètes. C'était contre l'augmentation du prix du fuel, pas du fuel domestique, mais du fuel du gasoil pour fonctionner les voitures. Il faut dire que la France est devenue en grande partie, un désert. Vous voulez voir un médecin, il faut faire, chez moi, il faut faire 40 km, par exemple. Si je veux aller trouver une boucherie, c'est 40 km également. Donc, il y a des gens qui travaillent tous les jours à 40, 50, voire 100 km dans nos campagnes. Ils ont donc le budget de carburant explose. Parce que les carburants ne sont pas assez chers. Alors là, je vous contredis clairement. Moi, j'ai dit il y a déjà 20 ans qu'il fallait que les carburants soient 3 fois plus chers pour que les voitures soient remplies. Et je viens d'écrire une note qui montre que le problème des carburants, des énergies fossiles, est la clé du problème du Moyen-Orient.
C'est pour ça qu'il y a plus de 100 ans, 120 ans. Ah oui, non, mais pas plus cher à la pompe, plus cher à l'achat, bien sûr. Mais si vous savez bien que les carburants, cher Bernard, c'est une arme de guerre contre la Russie. Plus le prix des carburants est bas et plus moins les liquidités entrent dans les caisses russes. Non, mais en taxant très fortement les carburants à l'échelle du monde, progressivement, on fera baisser la demande, on fera baisser les prix internationaux du pétrole et du gaz. Et on aura moins de pays comme le Qatar et l'Arabie Saoudite qui ont dépensé des milliards à payer des mercenaires armés complètement à l'aveugle pour détruire la Syrie, détruire la Libye. Alors, schématiquement, non seulement vous n'avez pas tort, mais je pense qu'il faudrait raffiner tout cela. Bien sûr, ce sont des mécanismes sur lesquels il faut jouer. Alors, pour répondre à la question de Madame Asadzadeh, aujourd'hui, quelles sont les revendications? Et les revendications, c'est le départ de Monsieur Macron. Je pense que c'est essentiellement ça. C'est chamboule tout. Il faut changer les têtes, changer d'équipe, changer d'orientation, remettre le train sur ses rails. Je crois que c'est une colère profonde. Le Rassemblement national demande la démission, puisque faut pas pousser grand-père dans les orties, hein, grand-père Macron. Mais la France insoumise est beaucoup plus, non pas radicale, mais beaucoup plus nette, abrupte, puisqu'elle demande la destitution. Alors on dit, ah oui, mais la destitution, c'est long, c'est un processus, ça peut pas marcher, tout le monde ne sera pas pour. Bah, je dis qu'au niveau européen aussi, il y a de nombreux parlementaires qui voudraient la destitution de Madame von der Leyen, mais ils n'arriveront pas à constituer une majorité. C'est bien de fragmenter et de mettre en concurrence les différentes tendances, les différents mouvements, les différents partis. Voilà, donc la France en a par-dessus la tête des équipes dirigeantes et personne ne se fait d'illusions avec monsieur, c'est le branchu, non, c'est pas le branchu, c'est notre nouveau Premier ministre, qui est certainement un brave garçon, mais enfin bon, c'est un cireur de bottes de monsieur Macron, il est certainement très compétent, on a dit que c'était un homme travailleur, en langage moderne on dit un garçon travailleur, il bosse, mais ceci dit, il bosse à quoi? À préparer la guerre, encore une fois, contre la Russie. Je ne crois pas que ce soit une preuve de génie de sa part de s'être embarqué dans cette mauvaise galère. Cher Bernard, est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Michel? Est-ce que ces dernières évolutions signifient la fin du pouvoir solitaire du président Macron? Comment parlent les experts avec cet échec du gouvernement et l'effondrement du gouvernement Bayrou? Vous savez, la France insoumise que vient de citer mon collègue va déposer sa demande de destitution le 23 septembre, c'est-à-dire à la fin de l'Assemblée générale des Nations unies. Or, celui au monde qui veut le plus la destitution de M. Macron, c'est en fait le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qu'il a insulté et qui veut qu'il parte, pour qu'il puisse continuer son chemin vers la mise en œuvre de la solution à deux États. Et je rappelle qu'en 68, que j'ai vécu aussi, j'avais 16 ans, je préparais les examens, au mois de mars 1968 a commencé un mouvement très populiste parce que les garçons étudiants voulaient aller dans les dortoirs des filles. Et ensuite, il y a eu des grosses manifestations, même très violentes, en 1968, en mai, puis une réaction de la droite. Et finalement, après un référendum dans lequel le général de Gaulle proposait des politiques sociales, très innovante pour l'époque. Il a perdu le référendum pour 2 à 3% et il a dû partir. Or, le général de Gaulle avait eu des propos très fermes, très clairs, contre l'agression israélienne envers l'Égypte. Et donc ces propos restent dans l'histoire et c'est sûr qu'à l'époque, l'État israélien de cette époque a cherché à tout faire en France pour faire des troupes, pour aider les troupes sur des thèmes populistes qui marchent à tous les coups, comme la vie chère, comme les taxes sur les transferts bancaires, etc., pour faire partir le général de Gaulle. Et aujourd'hui, c'est pour tenter de faire partir Macron. Je ne suis pas d'accord avec lui sur certains éléments de sa politique, mais depuis qu'il est passé à Rafah et qu'il a vu un peu la situation des Gazaouis de plus près, depuis que son secrétaire général, M. Alexis Kohler, dont la mère était née
à Haïfa en 1932, une Sabra. M. Macron est mieux informé. Il a pris des décisions d'engagement de reconnaître la Palestine. Il a convenu avec une quinzaine de pays un engagement pour reconnaître la Palestine au moment de la session annuelle des Nations Unies. Et il y aura une journée spéciale le 22 pour faire avancer cette mise en œuvre de la solution à deux États. Et c'est bien pour ça que nos jeunes, à cause de ce motif et de ces troubles que nos jeunes modifient, non pas du tout. Ils sont là parce que pour faire la fête devant les lycées, pour faire un peu de blocage, de faire un peu de protestation, il y a des motifs réels. Mais ce qui se passe en dessous, c'est d'essayer de faire partir Macron à cause de sa politique envers Israël. Merci. Qui, pour la première fois depuis longtemps, est ferme. Alors, une minute peut-être devant nous. Vous voulez conclure peut-être et ajouter, Jean-Michel Vernochet, quelque chose? Oui, bravo Bernard. Vous ne savez pas macroniste à ce point-là. Ça m'amuse beaucoup. Pour sa politique internationale. Oui. Ni complotiste. Non, Monsieur Netanyahou fera peut-être, je ne sais pas s'il agit la France insoumise ou pas. C'est vrai qu'il ne serait pas mécontent que Monsieur Macron s'en aille. Mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Les Français auraient tout intérêt, et un intérêt plus fort encore à ce que M. Macron dégageât. Oui, M. Netanyahou, mais de toute façon, M. Macron, je termine, va reconnaître, s'il reconnaît un État palestinien, ce sera un cimetière, un champ de ruines, une Cisjordanie qui aura été colonisée. On est à 800 ou à 900 000 colons en Cisjordanie. Donc que reste-t-il de la Palestine arabe? Rien. Merci infiniment à vous deux. La plupart de ces colons sont près de Jérusalem, dans des grandes villes. Alors, ici prend fin notre débat, cher Bernard et cher Jean-Michel. Vous êtes tous deux experts et géopolitologues depuis la France. Merci infiniment de nous avoir accordé votre temps. Merci infiniment, amis téléspectateurs et auditeurs, de nous avoir suivis jusqu'à la fin de ce débat. Au revoir, à très bientôt avec un nouveau sujet, un nouveau débat.